Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chers collègues, chers amis auditeurs libres de ce conseil municipal, nous aborderons ce soir 19 affaires inscrites à l'ordre du jour, plus le procès-verbal du conseil municipal dernier qu'il s'agira d'approuver. Avant cela, je demanderai, comme il est de coutume, à Christian Landry, Monsieur le Premier adjoint, de bien vouloir effectuer l'appel des présents. Christian. Merci. Donc, conseil municipal présidé par Monsieur Patrick Le Breton, maire. Présent. Christian Landry. Présent. Madame Inelda Bossillon. Présent. Monsieur Harry Mussard. Présent. Madame Rose Mussard. Présent. Monsieur Axel Vienne. Madame Jocelyne Batifé. Monsieur Henri-Claude Yébaud. Représenté par Monsieur Jean-Marie Grondin. Représenté. Madame Blanche Le Breton. Monsieur Jean-Daniel Le Breton. Madame Marianne Le Joyeux. Monsieur Claude Morel. Représenté par le maire. Madame Gilberte Gérard. Représenté par Monsieur Mohamed Jaffar. Monsieur Guy Lebon. Madame Raymond Vienne. Monsieur Gérald Kirbidi. Représenté par Monsieur Christian Landry. Monsieur Denis Coirot. Absent. Madame Blanche-Reine Javel. Représenté par Madame Rosand Mussard. Monsieur Jean-Marie Grondin. Madame Claude Madame Marie Grondin. Monsieur Jean-Denis Naz. Madame Marie-Josée Huette. Monsieur Henri-Claude Huette. Madame Lucette Courtois. Madame Corinne Etève. Monsieur Mohamed Jaffar. Madame Julie Boyer. Représenté par Monsieur Henri-Claude. Monsieur Yanis Payette. Madame Marilyn Georget. Monsieur Sylvain Waraud. Monsieur Alain Guézelot. Monsieur Olivier Fontaine. Madame Gilles Cobb. Madame Marie. Monsieur François Rivière, représenté. Monsieur Alain Guézelot. Madame Priscilla Payette. Madame Rosemée Guézelot. Absente. Et Monsieur Harry Mallet. Absent. Le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer en député. Et Hans, ça va mieux avec le micro. Et ce sera une secrétaire, si vous en êtes d'accord. Nous proposons la candidature de Madame Corinne Etève. OK. Je mets aux voix. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Merci. Chers collègues, nous allons pouvoir commencer notre conseil. Je vous demanderai, juste avant, que l'on observe une minute de silence en hommage aux Saint-Joséphois et Saint-Joséphoises qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée, avec une pensée particulière pour Madame Émilie Mussard, qui est décédée le 29 juin 2017 à l'âge de 100 ans, une de nos centenaires, et qui avait été donc récipiendaire, en quelque sorte, lors de la remise de la médaille de la famille française, mais qui n'avait pas pu être présente. Et nous observerons également une minute de silence pour notre ex-collègue
M. Hilaire Maillot, qui fut une de ces figures qui ont grandement marqué notre île et participé au développement de notre territoire, de son terroir et de ses sources vives. Maire de Salazie, président de la Chambre de métier et de l'artisanat, conseiller régional et général, c'est au travers de ces différents mandats qu'il a lutté pour défendre la cause réunionnaise. Tous le connaissaient. En près de 30 ans d'engagement politique et associatif, cet homme de conviction n'a eu de cesse de porter haut les couleurs de notre île, en se faisant notamment le fervent défenseur de notre artisanat local, qu'il a contribué à ériger au rang de véritable savoir-faire. Celui que l'on surnommait affectueusement le roi du chouchou a été un véritable précurseur pour la reconnaissance de notre ruralité et de nos terroirs. Et c'était, je crois que c'est peu dire, un personnage haut en couleur. Et il nous a quittés à l'âge de 81 ans, un petit peu à la surprise de tout le monde, victime donc d'une chute alors qu'il grimpait à un arbre. Voilà. Je vais vous demander donc qu'on se mette debout pour observer cette minute. Bien, parmi les affaires que nous allons ce soir aborder, nous avons notamment un avis de la commune à rendre sur l'arrêt du PLHI, Programme local de l'habitat intercommunal. Vous savez que c'est une compétence intercommunale, donc c'est la CS Sud qui l'apporte et ça s'étend sur la période de 2017 à 2022. C'est M. Joël Xavier, chargé de mission à la CS Sud, qui nous fera une présentation. Je crois qu'il y a un certain nombre de diapos, donc on va essayer d'être particulièrement concis sur les différents dossiers. Et d'abord sur les 3 qui vont le précéder, les 4 précisément. Et c'est la raison pour laquelle je nous demanderai d'être, je l'ai dit, je crois que j'ai employé le terme tout à l'heure, être concis dans la présentation. Donc, nous allons tout de suite commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 mai dernier. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Voilà. Nous allons maintenant passer au premier dossier inscrit à l'ordre du jour, la révision des prix de loyer pour étudiants à Saint-Denis. Jean-Daniel Lebon, je te donne la parole, et tu vas être rapide. Oui, bonsoir à tous. Révision des prix de loyer pour étudiants à Saint-Denis. Afin d'offrir aux étudiants de Saint-Joseph amenés à poursuivre leurs études à Saint-Denis un logement à un prix raisonnable, la municipalité loue à une vingtaine d'entre eux une chambre dans les appartements dont elle a fait l'acquisition dans la résidence Les Mousquetaires, située rue Bourgogne à Sainte-Clotilde. Cette location comprend une chambre individuelle et des parties communes aux 3 étudiants d'un même appartement. Pour cette location, le montant du loyer a été fixé par délibération numéro 16 du Conseil municipal du 5 novembre 2001 et comme convenu dans le contrat de location, il est révisé chaque année.
Les contrats étant valables pour la durée d'une année universitaire, la révision intervient à la date d'anniversaire de leur signature. Et pour la prochaine rentrée, le coût du loyer révisé sur la base de l'indice et de référence des loyers de l'INSEE est fixé à 208,90 €. Le loyer actuel est de 207,84 €. Le dépôt de garantie est donc également de 208,90 €. Il est donc demandé au conseil municipal de réviser le coût du loyer qui passerait de 207,84 € à 208,90 € pour la prochaine rentrée, de fixer le dépôt de garantie à 208,90 € égal au montant d'un loyer mensuel pour les nouveaux locataires, d'actualiser le point 9 du contrat de location pour tenir compte de la révision effectuée, d'autoriser le maire à signer les contrats de location ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité, mes collègues. On reste avec M. Jean-Daniel Lebon pour la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée catholique Sainte-Anne. Alors, participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école privée Sainte-Anne. Afin de donner à l'école privée Sainte-Anne les mêmes moyens de fonctionnement que les écoles publiques, le conseil municipal a délibéré en faveur du passage de l'école privée Sainte-Anne du statut de contrat simple à celui de contrat d'association. Cela s'est traduit par une obligation pour la commune de participer aux dépenses de fonctionnement, c'est pour le matériel, des classes sous contrat. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'approuver la base de calcul à partir des éléments des comptes administratifs de la commune et de la caisse des écoles de 2015, d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir dans ce cadre avec l'OGEC et l'école privée Sainte-Anne, d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Le montant est de 36 398,28 € pour l'année 2017. Seulement. Des questions? Bien. On va voir si cette année on réussit à décrocher l'unanimité. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Voilà. Le vote du maire ne compte pas double, non? Si, j'ai une procuration. Voilà. Merci, mes collègues. Affaire suivante, ça va être la présentation donc qui sera faite par Monsieur Joël Xavier. Tu veux introduire? Monsieur Joël Xavier va nous faire la présentation directement. Micro direct. Je pensais que Hugo allait être à côté de moi, mais bon, il n'a pas voulu me suivre. Donc je suis Joël Xavier et je travaille à la CASUD et notamment donc sur le dossier de l'habitat au niveau de la CASUD. On a engagé depuis plusieurs mois les travaux pour l'élaboration d'un programme local de l'habitat intercommunal. Et c'est un travail qui n'est pas que le travail de la CASUD, puisque l'ensemble des collectivités, des communes membres donc de la CASUD ont participé à ces travaux. Le diaporama donc, qui va vous être présenté est l'extraction d'une série de diapositives donc, qui ont été réalisées par le bureau d'études Sémaphore, donc, qui nous accompagne dans l'élaboration donc, de ce PLH. Et je remercie également Hugo Dervilliers pour ses talents au niveau du numérique pour avoir recomposé ça et nous permettre ce soir donc d'avoir ce travail. Un PLH, donc l'exposé, en gros, je ne sais pas comment ça se déroule là-haut, je ne vois pas moi. Ah, non, c'est dans mon dos, donc je ne vois pas le déroulement des diapositives. D'accord. Donc l'exposé, donc en gros, il va être en 4 parties. Une partie rapide de deux diaporamas, de deux diapositives pour expliquer c'est quoi un PLH. Ensuite, on va aborder quelques diapositives sur le diagnostic. On fera un petit point rapide à partir de ce diagnostic sur les orientations donc, données à ce PLH, donc marquant l'ambition donc, du PLH, et la fin, le programme d'action, et peut-être là un certain nombre peut-être d'échanges rapides sur les dynamiques en jeu sur ce programme d'action, autant dans la dynamique des partenaires que sur la dynamique financière qui est en jeu. Donc,
Un PLH, c'est quoi? Avant d'être un programme, c'est une politique avec des objectifs arbitrés et décidés par les élus, des objectifs suivis, évalués et éventuellement donc adaptés donc en cours de programme. C'est un document de planification sur 6 ans, donc qui doit en même temps être validé par l'État et qui fixe un scénario démographique, des objectifs de production et une programmation fine donc de la production donc en matière de logement et d'habitat. C'est un programme avec un document opérationnel donc, qui va décliner un plan d'action pour les communes, les partenaires, avec des moyens humains et financiers. C'est un programme local donc, qui s'adapte au plus près de la réalité donc, des territoires et prend en compte les marges de manœuvre locales, foncières, financières, les compétences des acteurs. C'est un programme donc, qui vise à coordonner et articuler les politiques communales et construire en même temps une politique communautaire en mobilisant les partenaires de la future politique de l'habitat. Une approche centrée sur l'habitat, mais qui ne se limite pas au logement et pas qu'au logement social. Donc ça prend également toute la question du logement privé et des besoins de logement donc d'une manière globale et également tout ce qui concerne les problématiques d'hébergement, la prise en charge des publics spécifiques. Donc ça peut être autant la question des établissements pour personnes âgées comme la question du logement d'urgence pour des publics qui sont en dehors de ces jeux pour quelque raison que ce soit. Un PLH, donc ça s'inscrit dans un contexte global avec une pyramide des normes donc qui s'impose à nous. Donc on a au niveau national donc la politique du logement. On a ensuite au niveau départemental une politique également d'action pour le logement et l'hébergement donc des personnes défavorisées. Nous, on est en cours d'élaboration d'un SCOT et le SCOT sera également, donnera également son avis sur ce projet de PLH parce qu'il doit être conforme au SCOT. Dans la diapo qui vous est présentée, on aurait pu également voir apparaître la place du SAR et des contraintes donc, qui sont également préconisé en termes d'objectifs de production de logements donc à l'échelle du territoire de l'EPCI. Donc après, il y a le PLH en tant que tel, donc porté, piloté par l'Interco et la commune qui a son plan local d'urbanisme. 2 mots peut-être pour dire que lorsqu'on élabore, nous, ce premier PLH, on a devant nous un ensemble de documents d'urbanisme qui sont encore en cours d'élaboration, que ce soit les PLU, donc Tampon, Saint-Philippe, Saint-Joseph notamment, et le SCOT, donc qui n'est pas bouclé. Et donc l'enjeu pour nous de produire un PLH qui en même temps ne vienne pas peser en termes de contraintes sur l'élaboration des autres documents d'urbanisme qui sont en cours de construction. Je rentre dans les éléments donc, de diagnostic. La diapo donc, nous montre, et on va voir que sur ce diagnostic, on est en face, il y a une immensité d'enjeux et une immensité de contraintes. Donc, en termes de contraintes, une forte pression démographique, donc alimentée par la dynamique interne au territoire, avec un taux de croissance annuel qui est supérieur, donc globalement, au taux de croissance annuel des autres EPCI. D'accord ? Je ne vais pas tout vous lire, mais en même temps, vous voyez les chiffres sur le tableau. Et si des questions donc étaient à poser, ben, je vous laisse les poser. Cette pression démographique, donc notamment matérialise un besoin lié au desserrement, puisqu'on a des ménages de plus en plus petits. Et on a en même temps des ménages avec beaucoup de parents isolés. C'est une forte croissance donc des familles monoparentales et également une très forte croissance des personnes, on va dire monoménages, célibataires, et ça vient donc ça viendra peser sur demain la question de la politique du logement sur le territoire de la CASUD. En termes d'hypothèse donc d'évolution au niveau de l'INSEE pour 2020. D'accord, donc je le disais, donc c'est l'EPCI qui connaîtra le plus fort taux de croissance du nombre de ménages, donc 34% donc de ménages, donc comparativement aux autres
EPCI, et en même temps, il est déjà également pointé les enjeux de renouvellement du parc aussi importants sur la frange la plus ancienne. Sur la Cassud, donc si on continue, une population jeune, mais aussi une nette tendance au vieillissement. Donc si on compare ça donc avec la Civis, même s'il y a des tranches d'âge donc qui sont inférieures en termes de population jeune, mais on a cette tendance lourde d'une population jeune, une nette tendance au vieillissement. Et qui dit en même temps population jeune, on le verra plus loin, c'est la question de leur solvabilité dans l'accès au logement. Des revenus particulièrement faibles. Donc on voit que sur la Cassud, on a des capacités, des revenus donc, qui sont globalement plus faibles que sur le restant de l'île. Et c'est un élément donc, qui va aussi influer sur une politique de l'habitat donc à l'échelon de la Cassud. Une précarité donc, face au logement, c'est ça, c'est la demande locative sociale. Je l'ai sauté peut-être chez moi. Donc oui, donc on a mis également une diapositive permettant donc de voir le niveau donc de la demande locative sociale et en même temps de regarder la situation de la population par rapport au locatif social. Et on voit que presque 70% des ménages de l'EPCI seraient éligibles à un logement locatif social. La prochaine diapo, comme ça, parce que il y a une de mes feuilles qui a sauté. Donc oui, donc je disais une précarité donc face au logement, et on voit que on a une progression importante sur le territoire de la Cassud des allocataires d'aide au logement. Sur tout ce qui est la location de logement social ou la location de logement familial. Et on voit en même temps une progression importante, c'est la progression notamment là des populations qui sont dans le parc privé non conventionné. L'APL étant distribuée pour les familles qui sont dans le parc conventionné. Donc des chiffres qui nous montrent... voilà. Et des données, notamment du service intégré d'accueil et d'orientation, donc qui pointent particulièrement la difficulté des jeunes à se loger dans le contexte d'aujourd'hui. Un PLH donc, regarde donc également la question donc, de l'habitat précaire et insalubre. On a donc une diapo donc, qui rappelle, même si les études remontent à 2008, des études faites par l'Agora sur les zones précaires donc d'habitat insalubre, et ça nous montre que notre territoire a encore à travailler sur ce sujet-là, mais on verra que effectivement ça fait partie donc des orientations de ce plan. Comme je vous le disais, donc en même temps, ce document d'urbanisme doit être aussi en conformité avec les autres, et donc le PLH va aussi s'articuler sur les objectifs, notamment des PADD donc qui sont déjà calés pour être en conformité avec cela. Un petit zoom sur la production récente pour montrer que entre le besoin, donc aujourd'hui sur la Cassud, le besoin estimé de logement est de l'ordre de 1500 par an, dont à peu près 40% en logement social, et on est globalement sur la Cassud à un rythme de production de 800 logements par an, dont 400 logements sociaux. Et donc ça montre le gap pour essayer d'atteindre les objectifs en matière de logement sur le territoire de la Cassud. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect diagnostic. La prochaine diapositive, donc, notamment, va donner les principaux points d'enjeu pour le futur PLH. Donc, rappelez que c'est bien un premier PLH, donc visant à créer les conditions du partenariat et de mise en place des outils. Et Dieu sait si la mise en mouvement des acteurs et la mise en cohérence des partenaires est un
est un enjeu important et clé et pas simple, même si ça ne nécessite pas forcément des moyens financiers, mais c'est vraiment pas simple donc à mettre en place. Le second enjeu, c'est d'être capable de soutenir la montée en puissance de la production neuve. Quand on voit le gap, on est à 800 et qu'il faut aller à 1500, on voit donc les enjeux pour soutenir une production à la hauteur des enjeux. Il y a une problématique également de diversification de la production de logements à visée locative, à visée d'accession en termes de forme urbaine. De plus en plus de familles revendiquent la possibilité de pouvoir faire un parcours résidentiel en pouvant commencer en tant que locataire, mais pouvoir finir en tant que propriétaire. Et il y a un vrai enjeu donc sur ce terrain-là. Un travail également à faire de mobilisation pour la relance de l'intervention sur le parc existant, sur le parc très dégradé et sur l'adaptation aussi donc du parc existant parce qu'on a un vieillissement par exemple de notre population et il y a des enjeux d'accessibilité parfois au logement et donc tout un ensemble de mesures à mettre en place pour l'adaptation donc du parc existant. Et cet enjeu donc de positionner la CASUD comme un animateur de l'ensemble des interventions sur le territoire en observant, en mobilisant et en priorisant. Voilà sur l'aspect des grands enjeux. Et ça nous donne une dernière diapo qui est le budget prévisionnel donc, du programme d'action de ce PLH sur 2017-2022. Quoi dire déjà en préambule là-dessus, c'est que ça ne fait apparaître que la participation de la CASUD. Donc on ne voit pas apparaître les effets leviers possibles à partir donc de ce programme d'action. Quoi sur ce programme d'action rapidement sur l'aspect piloté animé, c'est en cours. On travaille avec l'ensemble des communes pour faire progresser cette animation de la politique locale, donc de l'habitat. On pose les éléments d'observation, et c'est le bureau d'études Sémaphore donc, qui va poser le dispositif d'observation, qui est une disposition donc, obligatoire donc, dans les PLH. Sur la fiche des dispositifs, les choses sont déjà enclenchées avec la commune de Saint-Joseph dans les semaines à venir, pourra bénéficier notamment d'un travail de l'Agora sur des portraits de quartier qui peut-être demain deviendront des portraits de quartier PLH. La DIL va faire un travail sur l'observatoire, avec un observatoire donc des loyers privés. L'idée étant de regarder sur le territoire où sont peut-être les zones de tension par rapport au loyer, et là-dessus doucement de voir la capacité locale en fonction donc des territoires. Donc ce sont des opérations qui complètement vont fonctionner dès cette année. Je glisse pour aller un peu plus rapidement sur l'orientation 2, où on va voir que la CASUD va devenir partenaire donc, du FRAFU, de pouvoir aller peser dans ce fonds partenarial, notamment pour arriver à débloquer des opérations parfois en zone haute et où des déséquilibres importants ne permettent pas donc, en fait, la sortie d'opérations. Si je glisse sur l'orientation 3, juste pour pointer notre participation au niveau de l'EPFR sur un dispositif de minoration foncière, et ça va nous permettre de peser sur les coûts des terrains pour arriver à sortir à des meilleurs loyers, des meilleurs coûts de loyer donc, du logement social. Et par exemple, cette participation bien fléchée peut faire tomber de l'ordre de 20% sur les coûts de foncier. Sur la fiche 13, juste une petite parenthèse, parce qu'il y a quand même 2 lois qui viennent récentes, donc qui viennent peser dans ce paysage de l'habitat. Loi Allure et loi politique de la ville. Et ces 2 lois instaurent aujourd'hui ce qu'on appelle une conférence intercommunale du logement. Et en fait, on va devoir apprendre à gérer une politique de peuplement pour aller
aller vite sur les territoires. Et l'EPCI aura en même temps à faire ce qu'on appelle un plan partenarial de gestion de la demande de logement social, donc de manière concertée avec tous les opérateurs. Et il y aura également à sortir une convention intercommunale d'attribution donc de logements, notamment pour les quartiers inscrits en politique de la ville, et Saint-Joseph est également concerné par cela. Et donc on a donc ensemble des travaux à mener dans ce domaine-là. Pour finir rapidement sur l'orientation 4, qui est de relancer l'intervention donc sur le parc existant. Donc actuellement, la CASUD, donc on est au stade de lancer en fait une étude de programme intercommunal de lutte contre l'habitat indigne pour un montant de 125 000 €. Et c'est pour ça que je parle en termes d'effet levier. Effectivement, par exemple, la CASUD va mettre 10, 20 000 €, mais ça nous permet d'aller chercher des financements complémentaires pour mener à bien un certain nombre de travaux dans le domaine de l'habitat sur ce terrain-là. Et on pense qu'à l'horizon de fin 2018, on aura donc un pili donc sur notre EPCI. Et enfin, en termes de lignes, où il y a des enjeux aussi financiers, on a commencé donc également à mettre des moyens sur l'amélioration de l'habitat. Donc on est là à nouveau essentiellement sur le parc privé. Et quand on regarde à travers le temps 50, 100 000, 200 000 et puis on retombe à 100, c'est parce qu'on pense qu'à l'horizon 2019-2020, on aura les effets leviers avec des financements État dédiés pour faire fonctionner notre PLH, notre PILI. Et donc, on pourra peut-être injecter, peut-être FRAFU ou autre ailleurs, il appartiendra aux élus dans l'évolution de ce programme-là, donc de mettre ailleurs un certain nombre de crédits, parce que aujourd'hui, quand on regarde certains EPCI sur le territoire, il y a une plus grande capacité de captation de crédits nouveaux liés à la loi Letchimy sur la lutte contre l'habitat indigne, avec des opérations groupées d'amélioration de l'habitat et qui donnent de nouveaux moyens dans ce domaine-là. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le maire, j'espère que j'ai été rapide. Je n'ai pas mesuré mon temps. Rapide, oui. Y a-t-il des questions, des interventions souhaitées? Aucune? Je voulais, monsieur Guézot, allez-y. Merci, M. Xavier, pour sa présentation. Peut-être une question sur les conclusions. Je crois que toutefois, que cet objectif soit atteint, notamment sur Saint-Joseph, il faut absolument qu'il y ait une participation active de l'État et de la CASUD. Donc on est là sur un dossier effectivement qui est important pour les habitants de Saint-Joseph. Et au vu de ce qui a été présenté par M. Joël Xavier, a-t-on l'assurance aujourd'hui de cette participation conséquente de l'État et de la CASUD? En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, parce que la politique de l'habitat, depuis un certain nombre d'années à Saint-Joseph, il y a des efforts considérables ont été effectivement faits. Il reste encore beaucoup à faire et la commune, à elle seule, ne pourra pas effectivement répondre aux objectifs si effectivement la CASUD et l'État ne mettent pas effectivement ce qu'il faut pour que les objectifs soient atteints. Très bien. D'autres interventions? Je pense que ce travail qui a été fait, déjà je veux remercier M. Joël Xavier pour, outre la présentation, mais le travail aussi qui a précédé. Et c'est vrai que quand on regarde les sommes qui, dans le budget prévisionnel qui sont alignées, on peut trouver que les montants sont modiques. Il faut bien commencer à un certain moment et puis, en effet, il y a d'autres croisements possibles qui peuvent y parvenir. Nous, aujourd'hui, et on aura tout à l'heure donné notre avis, on est sur des contraintes réglementaires, des nouveaux rendez-vous qui aujourd'hui nous sont donnés et en quelque sorte on nous intime presque, je dirais,
l'ordre, l'orientation d'adopter, bien sûr, ces schémas de programmation qui nous sont présentés. La loi NOTRe est venue aussi rajouter un certain nombre d'autres contraintes, et si a été signalée ou citée la loi Allure, il y a justement toutes ces strates législatives qui aujourd'hui posent justement des contraintes nouvelles, et dans ce fouillis, il faut qu'on arrive justement à imposer ou à retrouver, je dirais, notre juste place. On est sur un terrain et un sujet en mutation. La population évolue, et évolue en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Nous sommes passés en 30 ans d'une société, je dirais, à 3 classes d'âge à une autre qui aujourd'hui comporte 5 classes d'âge pratiquement. Si on a toujours le premier, le deuxième est subdivisé avec une partie qui peut se définir autour des gens qui ont 45 à 70 ans. Le troisième âge que l'on connaissait juste ici peut être justement celui des aînés entre 70 et 85-90, et puis on a une population très âgée, je dirais presque en sortie de vie. Tous ces éléments-là sont des points qui nous amènent à considérer aussi demain que le logement doit être autre chose que la mise en place de 4 murs, d'un parquet et d'un toit, mais bel et bien de considérer qu'en dehors de ces 4 murs, quand on ouvre la porte, il y a aussi d'autres personnes qui y vivent. Il y a donc un vivre ensemble intérieur et extérieur qu'il convient de mettre, et on voit bien que chez les opérateurs de logement, il commence à se développer un département qui est celui du vivre ensemble, ou du mieux vivre ensemble que l'on voit dans notre société, et qui, justement, est précisé. Et si cela est précisé, ça veut dire que c'est un aspect qui n'a pas non plus été pris en considération. Et ça, il faut que nous, on l'intègre, on le mette. Ça, c'est un point. Le deuxième, moi, que je voudrais en tout cas faire apparaître, c'est que nous voit bien les limites aujourd'hui des actions. Quand notre collègue M. Alain Guesdeau parle justement des moyens à la fois que l'État restera le même, peut-être avec des ambitions nouvelles, et la CA Sud, je crois qu'il faut appréhender aujourd'hui, quand on travaille sur un programme local d'habitat intercommunal, il ne faut pas rester, à mon sens, figé sur une vision cassudienne, mais plutôt sur une vision qui englobe à la fois la Civis et la CA-Sud, c'est-à-dire le Grand Sud, parce que c'est dans cette appréhension globale qu'il faut qu'on commence à voir. Quand il y a des commissions d'attribution de logements qui sont faites aujourd'hui et qu'on nous impose sur Saint-Joseph des gens qui viennent d'autres communes, si on fait le calcul, je parle sous le contrôle de M. Harry Mussard, je ne crois pas que ce soit surtout des gens de Saint-Philippe, on peut en avoir quelques-uns, mais qui soient du tampon ou de l'entre-deux qui viennent chez nous, mais qu'il y a bien des gens de Petite-Île, de Saint-Pierre, voire de Saint-Louis ou d'autres endroits, mais au moins de ces communes-là, ce qui veut bien dire qu'on a des mutations aussi entre familles, etc., et habitations qu'il faudra appréhender dans un cadre global qui soit celui demain de notre grande micro-région que sera le Grand Sud. Donc, il y a ce travail-là que nous doit faire apparaître. C'est pour cela que, par rapport aux objectifs que M. Joël Xavier l'a mis, et le tableau qui nous a peut-être été présenté un peu rapidement, mais chacun peut avoir le document s'il veut. Pour répondre à ces objectifs, en première étape, nous en avons notre plus. Et le plus va nous permettre justement d'atteindre les objectifs chiffrés qui ont été mis en avant. Nous, aujourd'hui, les chiffres sont des chiffres qui montent à bien avant 2017. Il faut l'appréhender à partir de 2013-2014, quand le travail a été commencé à être effectué. Nous, aujourd'hui, notre plus nous permet d'atteindre les objectifs de 200 logements sociaux par an sur une potentialité, une capacité de 425 au global.
Donc après, quand on tire sur les chiffres et les visées de 2025, on peut comprendre à peu près qu'on ne serait pas loin des clous visés, mais tout cela pour que tout le monde y retombe dessus. Et puis dans ce plus, il y a 2 outils qu'il nous faut à tout prix utiliser. Il y a d'abord les emplacements réservés et logements sociaux, qui est un outil de maîtrise foncière et qui est important. Et puis c'est quelque chose que vous verrez au fur et à mesure, en tout cas dans le plus de première génération que l'on va sortir et qui sera livré si l'État tient les délais au tout début de l'année 2018, puisque nous, ce sera dans quelques semaines qu'on arrêtera véritablement, c'est ça le terme, notre plan local d'urbanisme. Le deuxième outil, donc, est un outil de planification, et c'est les fameuses OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Et là, je pense que dans cette approche, on n'est pas seulement sur la construction de murs, comme on disait tout à l'heure, mais bel et bien sur des approches globales qui intègrent un aménagement en termes de logement, bien sûr, mais aussi d'équipements publics, de la proximité avec, par exemple, des écoles ou des lieux de vie autres qui nous mettent véritablement en prise sur un quartier et qui peut faire interagir. Vous verrez dans la prochaine planification, je parle souvent, y compris dans nos réunions de quartier, et les collègues peuvent en attester la véracité, puisque c'est un exercice d'actualité pour nous, actuellement. Le quartier de Bois-Noir, que m'y prend à dessin aujourd'hui, si on aurait à le dessiner, il commence où, il finit où? On est persuadé qu'en questionnant même autour de la table, les limites, peut-être que personne ne saurait véritablement les donner. Est-ce que si le maire y donne aujourd'hui, c'est précisément les limites véritables? Moi, je crois que c'est à la population de la définir demain. Et c'est pour ça qu'il faut ces études qui demain viendraient véritablement accompagner ou précéder ces fameuses OAP, les opérations d'aménagement et de programmation qu'il mettrait en place. Parce que Bois-Noir, aujourd'hui, quand on rencontre une personne qui est un parent, rien que pour inscrire son marmaille, soit c'est dans les jacques et s'il n'a plus de la place, par défaut, il renvoie sur le chemin quand c'est pas l'inverse. Ça ne peut pas être cette réponse qu'on donne à une population. Bois-Noir ne peut pas avoir comme ambition que d'avoir une route nationale un peu délaissée, qui deviendrait demain une route communale, et dont le seul attribut est d'être un segment routier accidentogène. N'a point de maison pour tous, bien sûr, puisque c'est une création nouvelle que nous n'avons, mais il faut que l'on a demain. N'a point d'école. Donc, par exemple, voilà bien un quartier que nous peut citer, qui sera raccordé à l'axe routier que sera la contournante demain, puisqu'il ira jusqu'au bouclage, que ce soit par la rue Jules Ferry ou bien par le dernier bout, pour que nous délimite le périmètre spatial, mais en même temps, on voit ce qu'on peut y construire. C'est la raison pour laquelle l'implantation de logements en ces endroits devrait nous amener à réfléchir d'abord qui ça, c'est les propriétaires actuels ou les occupants futurs, et en même temps, quel projet nous dessine à l'avenir. C'est un objectif du plus. Et on peut avoir là-dedans les 2 outils que me viennent de Azote, à savoir les OAP. Moi, m'y plaide plus pour ça, parce qu'on peut aller chercher autre chose que rien qu'un périmètre défini et qui regroupe 4-5 parcelles où on nous dit là, on fait tant de logements, mais au contraire, une recherche que l'a précédée, que l'a anticipée, qui dit à nous que c'est tel type de logement, etc., etc. S'il faut implanter une résidence de personnes âgées, quel type de résidence de personnes âgées que nous mettrons? Est-ce que ça doit être à tout prix un immeuble, parce que nous avons pour l'accessibilité la réponse aujourd'hui que l'ascenseur est permet d'eux, ou bien tout simplement de se dire que c'est un coin rural, même si à l'intérieur du grand centre-ville demain, qui mériterait peut-être un système de cases à terre, comme nous avons pu faire à un certain moment au niveau de Cayenne, etc. Ça, c'est des questions où nous n'aurons les réponses justement là-dedans. Et quand je parlais tout à l'heure qu'il y a des critères quantitatifs qu'on nous impose, il devrait y avoir aussi des critères qualitatifs quant au type de logement que nous tirons demain, à charge pour nous, pour retrouver les équilibres que le schéma d'aménagement régional fixe, et bien de rendre aussi, en cohérence avec le territoire et la population que nous en avons. Deuxième étape, puisque la première étape, je vous avais dit que c'était le plus
qui devrait nous permettre donc d'atteindre ces objectifs chiffrés. Mais je vous ai dit, chiffre ne doit pas nous faire oublier qualité. La deuxième étape, c'est un nouveau programme opérationnel qui doit être devant nous. On doit y voir à la fois par des passages, je sais pas moi, dans les journaux ou bien dans le magazine municipal ou d'autres vecteurs de communication que la collectivité y fait bouger. On a eu le plan Habitat 2015 et on est aujourd'hui sur le plan Habitat 2020. D'ailleurs, le présent magazine municipal, il présente justement dans la livraison de l'opération de la Plaine des Grecs, Josepha Fontaine, l'opération Badera et l'opération Casino Odéon. 3 opérations qui, dans une actualité, arrivent, mais où nous sommes sur des théâtres différents et que ce n'est pas totalement terminé. Parce que nous connaissons très bien que demain, Badera attend le Badera 2 qui en donnera un nom bien caractéristique et qui va se composer de 39 logements sociaux en immeubles. Pour aller répondre à ce que disait Joël Xavier tout à l'heure sur le parcours résidentiel ou le cursus du locataire, mais que pas comment on peut appeler, qu'importe, on s'entend et on situe ce qu'on veut dire. Et on aura après les 81 logements dans la fin de l'année prochaine en résidence de personnes âgées. Ce à quoi, en même temps, nous va permettre le bouclage avec justement les fameux 25 lots libres. Donc quand on aura fait la totalité, c'est un quartier nouveau de bien 600 habitants. Donc il faut que nous rendions compte de ce que ça représente. Certes, nous l'avons mis pas loin d'un collège, d'un lycée, d'écoles à mi-chemin entre 2 écoles primaires, entre les Jacques et Badjanti, mais en même temps aussi en contre-haut, donc de surface sportive, etc. Bon. Mais il va se poser aussi peut-être demain la question, est-ce qu'il ne faut pas une maison pour tous dans ces environs-là, etc. Il ne faut pas attendre seulement que les gens fassent la demande pour que nous disent « n'en a le besoin ». Et là, c'est justement ce travail important que nous avons à faire. Alors je reviens sur cette deuxième étape, sur le programme opérationnel. Le plan Habitat 2015 nous a mis à peu près sur 700 logements et le plan Habitat 2020 nous met sur 1100 logements sociaux. Donc je parle bien de logements sociaux. D'accord ? Et pourquoi nous a délimité ? Parce que le début du plan Habitat 2020, il correspondait à la fin du plan Habitat 2015. Donc ce chevauchement, il fait prendre à nous à peu près entre 175 et presque 300 logements qui peut riper d'un plan sur un autre. L'essentiel, c'est que nous soyons dans nos clous sur chacune des années. Ce n'est pas évident quand, par exemple, les logements de Parc à Moutons, il prend 1 an et demi dans la vue parce que, en voulant à tout prix, attribuer les marchés à des entreprises locales, des fois, nous avons la contrepartie où les chantiers n'avancent pas, la crise fait son dédale, je dirais, de désastres que nous pouvons voir sur le terrain. Mais ça, il veut dire aussi que le plus 2017-2018 que l'on va mettre en route, eh bien, nous imposera un plan Habitat 2025 qui devra être mis en cohérence à la fois avec le PLHI de 2017-2022 que nous voyons ce soir, que nous abordons, mais aussi avec les projections que nous doit porter pour l'après, notamment sur le 2025. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que notre collègue a dit. On ne peut pas atteindre ces objectifs si on n'a pas un accompagnement des partenaires, notamment de l'État, de la CA Sud, pour mener à bien donc ces plans. Mais je le dis, comme j'ai parlé d'opérations d'aménagement, il faut qu'on amène toutes les collectivités à se sentir aussi concernées là-dessus. Comme il parlait tout à l'heure de Bois-Noir, M. Guézelot en même temps, on doit être aussi là-dessus. La région, il doit être aussi concerné, tout comme le département, sauf que je dis ça. Sur le cas de Badera, la collectivité régionale nous a aidés puisqu'on avait sollicité
Et j'avais eu donc le soutien du président, je dirais en personne même, pour faire en sorte que dans la commission d'éligibilité au FRAFU, notre barreau de liaison qui est la rue Commandant Mahé soit intégré, parce que justement nous n'avions non pas le prétexte, mais le projet du quartier Badera, qui comportait beaucoup de logements sociaux, et qui était fixé donc sur ce rond-point qui initialement, rappelez-vous, n'était pas prévu pour être là, mais sur la rue Jean Albany. Et c'est parce que des contraintes techniques des ingénieurs de la DEAR l'avaient posé à nous que c'était plutôt là qu'il fallait le centrer, et donc on a adapté. Donc tout cela, il met à nous en effet dans cette obligation de dire que sans un accompagnement fort, en effet, eh bien il nous sera difficile de mener à bien ces plans et ces programmations que nous l'avons mis en avant. Donc moi, je dirais, ces quelques éléments de conditionnement qui va nous amener ce soir à dire que nous va donner un avis favorable à ce PLHI, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mes collègues, mais il ne faut pas rêver. C'est que les moyens qui sont présentement présentés, si je puis dire, ou soumis, nous semblent en effet bien maigres. Mais nous l'avons mis aussi ce que l'avenir peut présenter comme espoir pour éventuellement dire que si demain on sera plus grand, plus nombreux et surtout ensemble, on aura peut-être des objectifs à atteindre. Et dernier petit point, mais il vous dit ça en regardant l'élu délégué au niveau de la CA-Sud, Henri-Claude Huette. Je crois qu'il faut que la CA-Sud y aide à nous, en particulier aussi là-dessus, là où nous connaissons que nous sommes mettre nos opérations, sur tout ce qui va être véritablement l'anticipation en matière ou la programmation en matière d'adduction en eau potable et en assainissement. Parce que le grand centre-ville a été prévu pour être connecté à une fosse septique commune qui s'appelle la station d'épuration. Nous avons aujourd'hui un cœur d'assainissement qui nous permet de recevoir l'équivalent de 18 000 équivalents habitants, c'est ça, 18 500, et avec une possibilité donc de doubler sa capacité. Et quand on connaît qu'une loi récente, c'était quoi? C'était la loi Allure même? Ou la loi qui ne donne plus de surface? C'est la loi Allure. Que la loi Allure nous donne, c'est l'un de ses aspects favorables. Il intime plus à eau aujourd'hui, en quelque sorte, je dirais, la surface minimale, pour parler comme tout le monde. Ça, ce ne sera possible que si on a un assainissement collectif. Alors, je veux dire que, en ce sens, la loi devrait servir à nous. Encore faut-il que nous emmène les moyens et nous mutualise véritablement et que nous acte dans les programmations. Et c'est pas tout à fait ce que l'on a vu, par exemple, cette année sur les votes, en effet, mais on se le dit à nous-mêmes, hein, parce que quand ils passent à CA Sud, nous les là-haut aussi. Hein. Moi, je veux dire que le compte ne peut pas être bon si nous n'en avons un objectif de rattrapage et à chaque fois on repousse après. Eh bien, à ce moment-là, on fait un travail pour se projeter dans une très grande interco et nous dit que ça commencera à partir de 2020, 21, 22, 23, 25. Mais voilà. Enfin, à mon niveau, voilà les éléments que moi, je voulais en tout cas mettre en avant en disant que il y a des outils de programmation que l'arsenal législatif il demande à nous d'adopter et de faire vivre, mais pour faire vivre, il faut avoir de moyens. S'il ne donne pas de lait au bébé, il grandit bas, et après il faut donner une alimentation qui correspond à chacun des âges. Le but n'étant pas seulement de dire donne, sinon on n'y fait pas, mais de faire tout le monde avec. Donc voilà ce que moi je veux dire, et donc l'adoption amènera aussi ces remarques que l'on va mettre ensemble. Avez-vous d'autres interventions? OK? Il faut voter. Merci, Monsieur Joël Xavier. Merci à vous. Voilà, merci de cette présentation. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Voilà. Nous avons voté favorablement. On est d'accord que Michael ça fera l'objet donc d'un courrier
certainement, qu'on adressera pour dire que voilà ce que nous avons voté, mais quelles sont aussi les conditions qu'on met avec. Et ces conditions donc, sont celles qui ont été énumérées, mises en avant par notre collègue Alain Guezot, mais également par ce que je viens de vous dire là à l'instant, si vous n'y voyez pas de problème particulier. C'est bon ? Bien. Le dossier suivant, je retrouve mon papier, qui va être présenté par Henri-Claude Huette. C'est l'aménagement des lots cessibles en lien avec la construction de 16 logements locatifs sociaux sur le secteur de Manapani-les-Bains, approbation de la modification du POS Val-en-Plus. Henri-Claude Huette. Donc, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Donc, cette affaire concerne la viabilisation de 7 lots libres en lien avec la construction de 16 logements locatifs sociaux. La réduction de l'emprise de l'emplacement réservé, le RA numéro 10, destiné au réaménagement de l'impasse des Pipangailles. Nous sommes donc sur Manapani. Ces travaux nécessitent l'engagement d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols, le POS Val-en-Plus, qui est en vigueur donc actuellement. Justement, cette procédure permettra une modification du zonage du POS Val-en-Plus, du site concerné. Les parcelles sont actuellement classées en zone NAUTA au POS, qui couvre donc des espaces à vocation d'activité touristique. Il s'agit donc de reclasser le périmètre délimité en zone NAUC, correspondant à une zone d'urbanisation future, autorisant les opérations d'ensemble prenant en charge tous les besoins d'infrastructures et de réseaux divers internes à l'opération. Il s'agit également de réduire l'emplacement réservé de la passe des Pipangailles de 10 mètres à 7 mètres. Il y a eu donc plusieurs étapes réglementaires qui ont été accomplies. C'est notifié dans la note de synthèse que vous avez sous les yeux. Par exemple, le dossier a été notifié aux personnes publiques associées, les PPA. Ce sont les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les services de l'État, avant de faire l'objet d'une enquête publique. Suite à l'avis favorable du commissaire enquêteur, il est par conséquent possible de conclure cette procédure. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le dossier de modification du POS Val-en-Plus tel qu'il vous est présenté. Alors donc, il vous est donc proposé, chers collègues, ce soir au conseil municipal, d'approuver le dossier de modification du POS Val-en-Plus tel qu'il est annexé à la présente, d'autoriser le maire à signer tout document aux pièces se rapportant à cette affaire. Oui. Question là-dessus? Explication particulière, non? Monsieur Guezot, non? Bien. La numéro voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire suivante. Numéro 5. Cession foncière des parcelles BK 1081, 1082, 1101, 1118 au profit de la SCI 2000. C'est une présentation Mohamed Jaffar, MZ. Bonsoir. Voilà, merci, bonsoir à tous. Donc la SCI 2000, donc représentée par monsieur Jérôme Dijoux, est une société donc spécialisée dans la réparation de carrosseries industrielles. Cette société donc souhaite acquérir les 4 parcelles dont vous avez citées. Ces parcelles représentent donc une superficie de 2028 mètres carrés au total et elles sont situées dans la zone activité des Grègues. Donc pour information, il faut savoir que la SCI 2000 avait bénéficié d'un bail dérogatoire du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013. Le bail de location n'a pas été reconduit, mais malgré tout, la société a continué à occuper les lieux depuis le 1er décembre 2013 sans autorisation. Afin de régulariser la situation, donc la société souhaite faire l'acquisition des parcelles. Une négociation donc a eu lieu avec nos services et les conditions de vente ont été fixées comme suite. Le prix d'acquisition de ces parcelles donc pour un montant de 100 000 €.
le paiement à la commune d'une indemnité au vu de l'occupation sans titre depuis le 1er janvier 2013. Cette société devra également présenter au service de la collectivité le projet d'aménagement des parcelles. Et enfin, donc, on exige également de cette société l'entretien régulier de la parcelle. Donc, ces conditions ont été acceptées par l'acquéreur, donc par le courrier du 24 novembre 2016. Il est donc demandé au conseil municipal donc d'approuver la cession de ces 4 parcelles, d'approuver le paiement à la commune d'une indemnité au vu de l'occupation sans titre depuis le 1er janvier 2013 et enfin donc d'autoriser le député maire à signer l'acte y afférent ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Avez-vous des questions? Non? Bien, moi j'ai une précision. Momo avait dit que c'est une société spécialisée dans la réhabilitation, je crois quoi, de... La réparation de carrosserie industrielle. La réparation. Enfin, à la base, à l'origine. Oui, parce que je trouve que c'est plutôt... À l'origine. Quand on y passe à côté, c'est plutôt le stockage. Le stockage de vieilleries, oui. Oui, et on a des éléments où nous a mis qui convient de noter, je ne sais pas s'il convenait ou même il importe, et on avait mis que le projet d'aménagement de la parcelle devra être présenté au service de la collectivité, et que là-dessus, nous avions quand même prévu qu'on a un entretien régulier de la parcelle. Aussi. Alors, il faudra un état ou un point T0, et après un suivi, parce que on a passé encore ce week-end, la concurrence entre la poussière d'en haut et ça d'en bas, il amène à nous à dire que s'il m'a envie qu'en haut il est un peu plus propre un de ces jours chez un autre propriétaire, peut-être qu'il faudrait que là vraiment nous fait contrôler, hein, parce que qui régularise sa situation financière, c'est un fait, mais que pour l'instant le compte n'est absolument pas bon sur les choses que enfin les engins et les vieilleries, comme on l'a dit, que les stocker à cet endroit, hein, parce que là, une déchetterie est plus propre, quoi. Oui. Pas faux. Donc, là, on y passe un dossier ce soir, mais je pense qu'il faut que nous dise très franchement à la personne, nous écrit c'est quoi nous entend par entretien de la parcelle, et moi je serais même pour qu'il y ait un constat d'huissier au départ, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Et pour qu'après, quand on vient faire vérifier entretien régulier, bon. Après, un deuxième aspect que je pose comme ça à nous pour faire regarder. Dans la projection, là, on voit bien que sur le 1127 et le 1124, c'est un sentier, ça, non? Et lui est complètement obturé et obstrué. Hein? Il faudrait peut-être qu'un de ces jours nous fait dégager pour aménager peut-être un passage. On a souvent des gens qui font ça de marche ou ça de course à pied, là, mais qui serait une venelle, quoi. Parce que quand on regarde en haut, on voit que là, a un début, mais en bas, elle est complètement pris. On a l'impression qu'elle n'a jamais été trop aménagée. Il a dû être fait, à mon sens, suivant ses recommandations au départ, puisqu'on a des murs de chaque côté. D'autres remarques? Bon, et puis il y avait l'ancien centre Abbé Pierre, là. Hein? Donc, c'est sur la même parcelle. Exactement. Dans la continuité. D'accord. OK. Bien. Pas d'autres remarques, mes collègues? Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, David. Dossier suivant. Affaire numéro 6. Nous passons sur le contrat de ville. Il nous faut passer à l'approbation du bilan de la programmation d'action 2016 et ensuite à approuver la programmation d'action du contrat de ville 2017
et le budget prévisionnel qui convient aussi d'approuver, budget prévisionnel de la programmation d'action 2017. Inelda. Ça y est. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je remercie la présence des responsables associatifs présents dans cette salle et du public également. Donc, concernant l'affaire numéro 6, donc, chaque année, nous proposons à l'approbation du conseil municipal la programmation de l'année en cours, donc en termes d'action et en termes de budget prévisionnel, ainsi que le bilan de progression d'action effectuée de l'année précédente. Pour ce contrat de ville 2017, le comité technique a eu lieu le 6 mars 2017, ainsi que le comité de pilotage en date du 28 juin 2017. Donc je vais dès lors rappeler un certain nombre de points. Pour ce qui est de la programmation 2016, donc il faut noter que 15 actions ont eu lieu, 10 portées par les associations, 5 autres par les services de la ville et une action d'ingénierie. Donc il s'agit de l'équipe du contrat de ville pour un montant total de 753 945 €, dont une partie d'enveloppe financière État-Ville de 136 500 €, le reste de l'enveloppe étant compensé par d'autres crédits, CAF, DRJACS, Fondation, etc. Pour ce qui est de la programmation 2017, donc nous pouvons compter 13 actions, dont 8 portées par les associations et 5 par les services de la ville. On compte aussi une action d'ingénierie, pour un montant total de 843 349 €, dont une partie financière État-Ville de 134 000 €. Vous avez en pièce jointe les tableaux relatifs aux actions 2016 et les tableaux relatifs aux actions 2017. Donc voilà, donc nous allons maintenant passer à l'approbation. Il est demandé au conseil municipal de délibérer, le temps de retrouver, excusez-moi, donc sur le bilan de programmation du contrat de ville 2016, la programmation du contrat de ville 2017 et le budget prévisionnel d'action 2017, et d'autoriser le maire à signer les demandes de subvention et tout autre document s'y apportant. Voilà, je vous remercie. Questions? Pas de questions? Bon, on met au vote. Vote d'ensemble. Hein. Qui est contre? Abstention? Merci. Affaire suivante. Organisation de spectacles par la commune. Adoption de tarifs. Monsieur le DGS. Joël Loireau. Bonsoir à toutes et tous. Donc l'affaire 7 correspond à une délibération d'adoption de tarifs. Compte tenu en fait du dynamisme de la programmation événementielle sur le territoire communal, notamment depuis la livraison de la halle sur le centre-ville, en fait, il est devenu de toile une délibération de tarifs qui date. Donc, la présente délibération que vous avez en fait consiste à repréciser ces tarifs et à intégrer donc 2 tranches de tarifs. Une première tranche qui irait de 1 à 5 €, qui concernerait donc les spectacles pour enfants, et une seconde tranche qui irait de 2 à 20 € concernant l'événementiel de type théâtre, cinéma, danse, musique, humour ou autre en fait, quoi. L'idée, c'est qu'à chaque type de représentation, il y aurait une décision spécifique donc, qui serait prise par l'autorité, mais dans le cadre des tranches qui sont prédéfinies par le conseil municipal. Donc, il vous est demandé d'adopter les nouvelles tranches tarifaires telles que proposées ci-dessus, que je viens de vous énoncer, et d'autoriser monsieur le maire, à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Merci. Y a-t-il des questions? Non? Bien. C'est pas trop cher, le bon? Je mets aux voix. Qui compte? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 8, approbation de la Convention pour la journée défense et citoyenneté du 26 septembre 2017. C'est Christian Landry qui va s'y coller. C'est une journée importante.
demande surtout en ce contexte de fête nationale, d'y attacher toute l'attention que cela peut requérir. Effectivement, ça tombe à propos. Bonsoir à tous, à nouveau. Donc, il s'agit d'approuver la convention qui est entre la citoyenneté le 26 septembre 2017. Cette journée remplace en fait ce qu'on appelait il y a quelque temps la journée d'appel. Donc, il s'agit d'une journée liée à la citoyenneté et qui traditionnellement se faisait soit à la caserne Lambert, soit parfois à Saint-Pierre au quartier Soico. L'an dernier, nous avions, dans une réunion des représentants de la défense des différentes communes, nous avions porté le projet de faire une journée spécifique au sud, décentralisée en quelque sorte, concernant les jeunes des communes de Saint-Philippe, Saint-Joseph et Petite-Île. Donc nous avons été suivis en cela par le ministère de la Défense et la chose a été concédée pour ce qui est de l'organisation matérielle et logistique de cette journée au village Bouget-Jeunesse. Oui, dans la salle de Manapani. Mais la logistique est organisée par le village Bouget-Jeunesse, comme je le disais précédemment. Cette opération concerne 50 jeunes. Vous savez, on y fait encore les tests de français et les tests de mathématiques, disons de calcul, qui permettent d'avoir une vision statistique de ce que nous appelons encore l'analphabétisme, et puis surtout d'avoir une journée de thème, et cette année elle sera réservée à une partie, l'impact sur Saint-Joseph et sur la Réunion de ce que fut la Première Guerre mondiale en termes humains. Donc pour rappeler aussi que nous sommes dans le centenaire de ces commémorations de la Grande Guerre. L'ensemble de cette journée est pris en charge financièrement par le ministère de la Défense qui réglera les repas que nous fournirons par le biais de la restauration scolaire et également nous donnera une contribution pour le nettoyage. Donc c'est une opération qui ne nous coûtera pas 1 euro. Et ce qui permettra aussi aux jeunes de ne pas avoir à aller trop loin pour faire cette journée, puisqu'ils sont des communes limitrophes. Donc on vous demande d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette affaire. C'est JDCP, Journée de défense, citoyenneté en proximité. Voilà, c'est ça. Bon, on est d'accord? Pas d'opposition, pas d'abstention? Très bien, merci Christian. Nous allons maintenant passer à 10 dossiers, c'est ça, Imelda, d'attribution de subventions complémentaires aux associations. J'ai bien lu que certaines, ce sont des subventions en nature, quoi, des aides en nature. Voilà, donc je te passe la parole. Merci. Donc pour les affaires 9 à 19, donc il s'agit d'attribuer des subventions complémentaires aux associations. Pour 7 d'entre elles, il s'agit en fait d'attribuer les subventions liées aux actions politiques de la ville, donc qu'on a votées dans l'affaire précédente. Donc affaire numéro 9 pour l'association des jeunes majeurs en dynamique, AJMD. Cette association donc porte une action informatique pour tous dans le cadre de la politique de la ville pour une participation financière communale d'un montant de 7 000 euros. Donc il s'agit d'attribuer donc une subvention de 7 000 euros à cette association qui viendra compléter la subvention initiale
de 240 000 euros ainsi que les aides en nature et de prestations de services acquises initialement votées de 17 000 euros. Et d'autoriser le maire à signer l'avenant à la convention financière. Y a-t-il des questions? Bon, on retrouve le rythme. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire 10, après la JMD, l'association Art pour tous. Voilà, donc il s'agit d'attribuer une subvention complémentaire d'un montant de 2 000 euros à l'association Art pour tous pour une action Vivre et faire ensemble menée dans le cadre de la politique de la ville sur le secteur de Cayenne. Voilà. Il est proposé au conseil municipal de délibérer. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci. Affaire numéro 10. Art Sud, subvention complémentaire. Donc, affaire numéro 11. Nous avions voté une subvention initiale d'un montant de 14 000 euros à l'association Art Sud. Celle-ci a un projet intitulé « Centre des arts du feu, de la production à la transmission dans le cadre de la politique de la ville ». Il est proposé d'attribuer un complément de subvention de 5 000 euros pour la réalisation de cette action. Bon, c'était l'affaire numéro 11, excuse-moi. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Maintenant, c'est l'affaire numéro 12, association Comédie, voilà. Aide en nature complémentaire. Voilà, pour l'association Comédie, il s'agit d'attribuer une aide en nature complémentaire d'un montant de 3 000 euros pour des prestations de sécurité dans le cadre du Festival Comédie qui s'est tenu du 24 avril au 7 mai dernier. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Affaire numéro 13, subvention complémentaire à l'association Les Amis de Cayenne. Il faut approuver l'avenant numéro 1. Voilà, donc les Amis de Cayenne avaient perçu donc une subvention initiale de 17 250 euros lors du conseil municipal de décembre 2016, accompagnée de diverses aides en nature et de prestations de services. Dans le cadre de la programmation politique de la ville, cette association mène une action Allons bouge pour notre quartier sur le quartier de Cayenne, Butor-les-Quais, pour une participation financière communale d'un montant de 6 750 euros. Donc il est proposé d'attribuer cette subvention complémentaire à l'association. Alors, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Affaire numéro 14, Maison des associations. Avenant numéro 1, approuvé également. Voilà, donc pour la Maison des associations, en décembre 2016, nous avions voté une partie de la subvention qu'on avait auparavant, qu'on versait auparavant. Donc au mois de décembre, nous avions versé 100 000 euros pour ce qui correspondait à un premier semestre de fonctionnement pour l'association MDA. À l'occasion de cette affaire, il s'agit d'attribuer un complément de subvention pour leur permettre de réaliser leur action jusqu'en décembre 2017, notamment d'un montant de 60 000 euros, plus une partie financière qui correspond à une action du fonds de participation des habitants de 2 500 euros, ainsi que des prestations de services complémentaires. Alors je vais les citer. Donc pour l'organisation du Safran en fait, donc des prestations complémentaires en matière de sécurité et gardiennage dans la limite de 26 000 euros, des prestations liées au poste de secours dans la limite de 6 600 euros, location de grue mobile 4 000 euros, location de nacelle 750 euros. Voilà, donc il est proposé d'attribuer ces subventions complémentaires aux montants initiaux votés en décembre. Je vous remercie. Question? Non? Contre? Abstention? Très bien. Maison des associations. Affaire 15 maintenant, subvention à la mission locale Sud. Donc il s'agit d'une subvention initiale. La mission locale Sud a un projet d'atelier de création audiovisuelle dans le cadre de la programmation politique de la ville. Il est proposé d'attribuer 1 000 euros à cette association.
pas d'abstention. Merci. Affaire 16, subvention complémentaire à la Régie territoriale Sud. Approbation de l'avenant numéro 1. Voilà, donc pour la Régie territoriale Sud, nous avions voté une subvention initiale d'un montant de 130 000 € en décembre 2017. Dans le cadre de son action animation et développement du site Jardin Gramoun, dans le cadre de la programmation politique de la ville, il est proposé d'attribuer un montant complémentaire de 8 500 € et d'approuver aussi la mise à disposition à l'association à titre gracieux les terrains cadastrés liés au Jardin Gramoun, BT 207, 208, 212 et 737. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 17, subvention complémentaire à l'ADEC, Association de défense de l'environnement et des citoyens de Goyave. On salue la présence du président, comme je salue d'ailleurs celle des autres présidentes et présidents. Voilà, donc dans le cadre du fonctionnement global de l'association, nous avions voté une subvention initiale de 5 000 € en décembre 2016. Il est proposé d'attribuer une subvention complémentaire de 1 000 € à cette association. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Affaire numéro 18, subvention, non, aide en nature à l'association Andy Soleil. L'association Andy Soleil projette d'organiser la première édition du festival country à Saint-Joseph, qui se déroulera donc les 9 et 10 septembre 2017. Donc, par le biais de cette affaire, il convient de l'accompagner dans la réalisation de cet événement, notamment en lui accordant déjà la mise à disposition gracieuse et ponctuelle du domaine public communal, les moyens logistiques communaux, sonorisation, éclairage, chapiteaux, tables, podiums, etc., ainsi que des prestations de services acquises, donc dans la limite maximale, sécurité, malveillance, incendie, donc limite maximale de 16 000 €, sonorisation, éclairage scénique, 6 000 €, et la communication dans la limite maximale de 600 €. Avez-vous des questions? Des volontés d'inscription? On ne pourra plus dire nul n'est prophète en son pays, puisque ce sont des Saint-Joséphoises et Saint-Joséphois qui font là une première qui en appellera d'autres, je le pense bien. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et l'affaire numéro 19, attribution d'une subvention à la Fédération Réunion des Scopes agricoles, qu'on connaît plus sous le sigle de FRCA, donc pour l'organisation du Salon professionnel agricole Culture Agri qui s'est tenu au lycée agricole du 10 au 14 mai dernier. Voilà, donc je vous informe qu'il y a un erratum qui vous a été transmis. Donc on projetait d'attribuer à cette fédération un montant de 12 800 € qui incluait initialement l'organisation de la fête de l'abeille en octobre. Donc celle-ci est reportée à 2018 et donc il est proposé d'attribuer à la Fédération Réunion des coopératives agricoles un montant de 6 800 € pour le salon professionnel Culture Agri qui s'est tenu du 10 au 14 mai 2017. En gros, on allait voter 12 800 et on enlève donc 6 000. On enlève la partie... On a eu un courrier donc, voilà, qui nous a demandé de reporter la fête de l'abeille, vraisemblablement en 2018. Pas d'autres informations? C'est bien ça. Donc, si nous pouvons mettre aux voix. Oui, je mets aux voix. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Merci. Bien, mes collègues, je vous fais grâce de la lecture, mais je vous informe quand même et vous rends compte des dernières décisions prises au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et vous avez donc le feuillet en recto verso qui vous présente ces décisions. Pas de questions? Voilà. Très bien. Écoutez, je vous souhaite un bon 14 juillet. Vous avez la programmation. Sega sur
la caverne des Hirondelles, après le défilé, après-demain soir, défilé à partir de 16h. Je porte aussi à la connaissance des collègues que le bâtiment de la famille, qu'on a acheté au niveau du Moulin Rouge, nous attribuerons donc le nom de Monsieur Louis Ranguin, du nom du premier citoyen d'honneur que l'on a eu en 2003, si je ne m'abuse, Monsieur Louis Ranguin, qui était le fondateur de la fanfare et qui donc aura le nom de l'espace, d'accord, qui porte son nom. Et je pense que le futur Moulin Rouge, qui sera une salle dédiée à la 3e jeunesse, pourra porter peut-être le nom de Monsieur Christian Duchemin ou autre. Il y a on a interrogé la population pour voir si l'allée qui permettra de joindre la rue Eugène Daillot et la rue Maréchal Leclerc, s'il ne pourrait pas porter un nom de quelqu'un qui habitait la Croisée, plutôt que... Je ne sais pas si le Maréchal Leclerc est passé là souvent, mais enfin, peut-être que nous peut un petit peu créoliser ou croiséliser la chose. Voilà, donc vous y êtes conviés, puisque ce sera un défilé associatif et républicain qui suivra. Ensuite, nous aurons donc le tirage de feux d'artifice vers 19h30 et enfin le spectacle avec Tikok Velaï, Baster, Thierry Goliris et donc Frédéric Joron. Une soirée poétique, très créole, Sega, tout ça que nous gagnons mettre, Maloya avec. Et puis donc bon 14 juillet et bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent les prendre. Voilà. À bientôt.